Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Je suis Mabisa Badenaro, l'actuel catalyste de WayLab. Donc, nous sommes là ce soir dans le cadre de la Way Academy, qui est un peu l'université libre de WayLab. C'est un cursus diplômant que nous avons mis en place, qui se passe au travers de cours libres qu'on met en place tous les mercredis après-midi. Il y a dans chaque cours un rapport aux thématiques des nouvelles technologies. Donc, après, chaque cours suivi donne droit à son nombre de crédits. Donc, lorsque vous validez un certain nombre de crédits, vous pouvez donc prétendre à postuler pour avoir donc, une certification, un diplôme. Donc, il y a des sessions plus ou moins ordinaires et des sessions extraordinaires comme celle-ci, où on reçoit des personnes qui sont légitimes, qui font office de voix sur des sujets qui ont tous toujours en rapport à la culture making, de la culture Fab Lab, culture startup, nouvelles technologies, l'entrepreneuriat et au digital. Ces sessions extraordinaires comptent également pour le cursus académique. Donc, on peut donc cumuler les points donc, via ces sessions extraordinaires. Donc aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles technologies et d'éducation, plus précisément dans la zone de l'Afrique francophone, puisque notre invité du jour, c'est le directeur de l'Agence universitaire francophone de Cotonou, Stéphano Amekoudi, qui est reçu par Ama Ababou, le fondateur du blog Geek mais pas que. Je vais laisser la parole à Ama. Merci Mabisa. Bonsoir à tous et à toutes. Donc du coup, voilà, comme il l'a bien expliqué Mabisa, aujourd'hui, l'idée c'est d'échanger un peu en fait tous ensemble sur ce sujet-là par rapport à la technologie dans le système éducatif, à la fois comme outil et à la fois comme objet, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie dans le système éducatif et aussi comment est-ce qu'on peut s'y former voilà, et apprendre à s'en servir. Donc moi, j'ai le blog, je tiens le blog qui s'appelle Geek mais pas que. L'idée en fait, c'est de partager ma passion pour les nouvelles technologies, comment ça marche, les différents usages, les acteurs, les écosystèmes. Partager aussi de l'information sur les innovations et sur différents outils qu'on utilise au quotidien dans notre vie numérique. Et donc, du coup, voilà, ce qui m'intéresse, moi, beaucoup au-delà de la technologie en mode gadget, c'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour des usages concrets dans la vie de tous les jours. Et voilà, ce sujet m'a interpellé parce que là, actuellement, on est dans une situation de crise sanitaire. Et il y a deux choses qu'on voit, c'est que d'un côté, il y a on se pose des questions par rapport à l'éducation, parce que les cours sont arrêtés, les écoles sont fermées. Et donc, on se pose des questions sur comment est-ce qu'on peut faire des cours à distance ou mettre en place utiliser des plateformes numériques pour apprendre. Et d'un autre côté, on voit aussi qu'il y a de plus en plus d'initiatives de makers et de technophiles dans pas mal de pays qui essaient de trouver des solutions ou de fabriquer des masques ou d'imprimer des choses en 3D. Et du coup, il y a aussi cette notion avec cette culture technologique, en fait, on peut trouver localement des solutions à des problèmes locaux. Et donc, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que cet enseignement de la technologie peut aussi être plus en avant, ou en tout cas voir ce qu'il en est dans le système éducatif actuel. Et voilà. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, on va commencer à échanger avec Stéphano, qui va tout d'abord se présenter succinctement. Et puis, du coup, ensuite, voilà. Hop. Donc, c'est à moi. Merci, Ama. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je vois des noms familiers perdus de vue depuis plusieurs années parmi les participants. Ça fait plaisir. Je pense qu'on va avoir un moment d'échange assez intéressant.
Donc, moi, je suis Stéphano Amekoudi. Je suis togolais, je vis au Bénin actuellement, où je travaille pour l'Agence universitaire de la francophonie. Je vais en reparler rapidement tout à l'heure. Je suis à la base diplômé d'un IH, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Et ça fait à peu près 14 ans que je suis passé des métiers de gestion technique au management dans le numérique. Et aujourd'hui, je me définis comme coordonnateur opérationnel de projets de coopération en lien avec le numérique. En deux mots, ça veut dire qu'à mes débuts, j'étais un informaticien pur, si je pourrais dire ça ainsi. J'ai travaillé pendant 2-3 ans d'abord 1 an dans une SSI, ensuite auprès d'une ONG à faire du développement logiciel. Et après, j'ai intégré donc, une agence de coopération qui est l'Agence universitaire de la francophonie, où je mets en œuvre les stratégies et les projets pour l'intégration du numérique dans la formation et l'enseignement en faisant d'autres activités, notamment de solidarité universitaire. Ama a dit de manière succincte, donc je pense que je vais m'en arrêter là pour la présentation. S'il y a lieu, on en reparlera. Mais je disais que j'allais présenter l'agence, mon organisation actuelle, qui a une double casquette. D'abord un statut d'opérateur de l'Organisation internationale de la francophonie, ou plutôt du sommet des chefs d'État de la francophonie, pour les questions de l'enseignement et de la recherche, donc l'enseignement supérieur. Et un deuxième statut qui est le statut d'association, association des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, à ce titre, on travaille à ce que les établissements qui ont le plus de moyens mettent des ressources à disposition pour accompagner les établissements, notamment du Sud, qui ont moins de ressources. On travaille depuis 25 ans à peu près à l'intégration du numérique dans la formation, au début par un outil qu'on appelle donc les campus numériques qui ont apporté l'Internet dans un certain nombre de pays francophones, et ensuite par l'accès à l'information scientifique et depuis quelques années par la formation à distance et les systèmes d'information universitaire de manière générale. Ok, très intéressant. Est-ce que tu peux nous rentrer un peu dans le détail par rapport à toute cette partie accompagnement, entraide universitaire? Comment est-ce que ça se passe? Voilà, un peu plus précisément. Quel type d'université? Comment est-ce que c'est organisé? Et concrètement, qu'est-ce que vous mettez à leur disposition? Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la partie solidarité coopération. Donc, dans ce volet, l'agence fonctionne comme un guichet d'un côté qui met des moyens à la disposition de ses membres pour développer des projets. Je vais en reparler. Et d'un autre côté, comme une agence d'expertise qui va chercher donc des ressources auprès des bailleurs, de vrais bailleurs de fonds, puisque nous ne sommes pas réellement bailleurs, auprès de vrais bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des projets au sein des établissements. Je vais détailler donc les deux rapidement. Donc, sur le premier volet, l'agence est une association qui comporte aujourd'hui près de 1000 membres, 990 membres, sur les 5 continents et même dans les pays non francophones. À la base, l'AUF, on l'appelait donc Association des universités partiellement ou entièrement de langue française. Donc, en Afrique de l'Ouest, on a par exemple l'université de Legon qui fait partie du réseau. On a l'université Amilcar Cabral qui fait partie du réseau, Guinée qui fait partie du réseau, Guinée-Conakry, je veux dire, Guinée-Bissau, je veux dire, qui fait partie du réseau, donc pas des pays francophones à la base. Donc 990 membres, et parmi ces membres, il y a des universités du Nord
Le Canada et notamment Québec fait partie des plus gros contributeurs de l'Agence universitaire de la francophonie. La France, bien entendu, fait partie et les universités françaises. Et donc, on fait jouer donc le réseau en mobilisant donc de l'expertise auprès de ces universités qui sont en avance, si je peux dire ça ainsi, sur les questions de recherche, sur les questions technologiques, sur les questions pédagogiques, pour les mettre à disposition des universités du Sud ou des pays, des universités les moins développées, pour leur permettre d'atteindre un certain standard. À titre d'exemple, je vais combiner donc les deux volets de notre action dont je parlais, le volet mise à disposition d'expertise, vie associative et mobilisation de ressources auprès de bailleurs pour expliquer cela. À titre d'exemple, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, à la sortie de crise, a bénéficié auprès de l'État français de ce qu'on appelle les contrats de désendettement. Les contrats C2D qui transforment en guillemets les crédits, les dettes du pays en ressources à mettre à la disposition du pays. Et donc, l'agence, connaissant ce mécanisme, est allée voir donc, la coopération française et leur a dit il y a quelque chose à faire pour l'enseignement supérieur. On a donc monté un projet de modernisation et de la qualité de la gouvernance et de la pédagogie dans les universités ivoiriennes. Donc, on met un certain nombre de milliards, à environ 4 milliards d'euros à la disposition de l'agence. Et cet argent-là a servi et sert actuellement à transformer le paysage universitaire de la Côte d'Ivoire à travers ce volet mobilisation d'expertise. On prend une cohorte d'enseignants-chercheurs des universités ivoiriennes, par exemple. On prend une cohorte de personnel technique et administratif et on les envoie peut-être en formation dans une université canadienne ou française pour se perfectionner dans la pédagogie et la recherche, et ils reviennent et constituent un corps enseignant plus aguerri pour l'université ivoirienne. On décide de développer, bien entendu, c'est la volonté du gouvernement, hein, on ne fait qu'accompagner, on décide de développer une université virtuelle donc, dont la pédagogie est entièrement basée sur le numérique en Côte d'Ivoire. C'est actif aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'avait pas en son temps du personnel qualifié pour gérer toute une université dont la transmission des cours est basée sur le numérique. On prend ces universités et des gens comme moi faisons des missions entre 2012 et 2014. J'ai fait environ une dizaine de missions en Côte d'Ivoire pour aller former le personnel enseignant à la mise en ligne de cours, à la gestion d'une plateforme d'enseignement à distance, à la recherche documentaire, en tout cela. Okay. Et désormais, ils peuvent développer donc ces contenus. Donc, voilà à peu près comment nous fonctionnons. D'accord. Je vais terminer en disant que dans ce volet, il y a également des programmes, par exemple des programmes de bourse, de mobilité pour les études doctorales, par exemple des programmes de financement de la recherche, un programme en cours actuellement qu'on appelle stimulation et valorisation de la recherche. Donc, on finance également donc, des aspects de ce type. Très intéressant. En fait, on avait échangé la dernière fois et tu me disais effectivement, en fait, ces formations et tout, c'est bien, mais tu m'as parlé aussi du fait qu'il y avait une sorte de déconnexion aussi entre les formations et les niveaux de demande parfois professionnels, local, dans les différents pays. Parce qu'effectivement, c'est bien de former un peu tout le monde au numérique. Après, dans le contenu des formations en eux-mêmes par rapport à ce qui est diffusé, est-ce que vous avez aussi un accompagnement là-dessus sur la partie pédagogique et la partie transmission de savoir et de connaissances par rapport au marché dans les différents pays? Parce que toi, du coup, tu es basé à Cotonou?
Et du coup, voilà, comment est-ce que ça se passe entre les différentes régions aussi et comment est-ce que du coup, vous vous adaptez un peu localement aux différents besoins? Alors, oui, je n'ai pas parlé de l'organisation hiérarchique et organisationnelle de l'agence. L'agence, c'est environ 65 implantations dans le monde de 10 directions régionaux, 10 directions régionales, excusez-moi. La direction Afrique de l'Ouest est basée à Dakar, qui couvre 9 implantations dans la sous-région, dans les 8 pays de l'UEMOA, plus la Mauritanie. Donc 9 pays dans la sous-région, mais 65 implantations dans le monde. Parmi les implantations, il y a donc les 10 directions régionales, il y a les campus numériques francophones, il y en a 44 dans le monde qui sont des implantations. Il y a 2 directions centrales à Montréal et à Paris. Et il y a ce que nous appelons soit des antennes en fonction du type de projet qui sont gérés. Il y a des antennes. Donc, c'est une organisation qui a une vraie implantation, si je peux dire, territoriale, une vraie présence territoriale et délocalisée qui permet d'essayer de répondre aux besoins des universités. Les implantations sont pour la plupart installées au sein même des universités, pour ne pas dire de la plus vieille université du pays où on se trouve, ce qui permet d'être au plus près des acteurs, et notamment des acteurs qui a formé, de l'acteur qui a formé le plus grand nombre de manière générale. Et cela nous permet de pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans le contexte et ce qui se passe dans les pays. Et dans les pays, notamment de l'Afrique francophone, il y a un constat qui est clair, c'est qu'il y a une déconnexion de l'offre de formation par rapport à la demande des entreprises. Bien entendu, cela est en train de changer. Cela est en train était ainsi parce que les universités, notamment les universités publiques, avaient un problème ou n'adressaient pas un problème, c'est le problème de l'insertion. Pour elles, une fois que le produit est sorti de leur enceinte, une fois qu'ils ont fabriqué le produit, donc l'étudiant, ils lui ont donné des connaissances. Pour elle, le boulot est terminé. Il y avait donc cette forme de déconnexion avec le monde professionnel. Et le monde professionnel a également un problème, c'est que le monde professionnel dans nos pays ne se rend pas compte que normalement les universités, leur rôle, c'est de donner des présomptions de connaissances et de compétences. Ils ne donnent pas des compétences, ils ne donnent pas des connaissances, mais donnent des présomptions et qu'il leur faut faire ce travail de mise à niveau pour que le produit qui est l'étudiant, qui est le diplômé, puisse s'adapter comme il faut. Donc, ces 2 éléments mis en commun fait que le monde professionnel dit on n'a pas de diplômés qui s'adaptent au marché, mais ne travaillait pas foncièrement à améliorer les offres de formation. Et les universités disent l'étudiant est diplômé, donc il peut aller sur le marché, et ne suivait pas l'étudiant dans sa recherche d'emploi et dans son insertion. Donc, cela crée ce qu'on appelle dans la documentation ce problème d'adéquation entre l'offre et la demande, et l'offre et l'emploi. Parce qu'effectivement, du coup, peut-être que le numérique peut aussi, du coup, et toute la partie, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les étudiants, tout le monde utilise un peu les outils numériques. Et en entreprise, après, ils vont aussi utiliser beaucoup d'outils. Et donc, c'est un peu dommage, effectivement, si dans la formation, en tout cas pendant qu'ils sont dans le cursus d'éducation, de formation, qui n'utilisent pas déjà ces outils-là pour déjà s'y faire. Et puis là, par rapport à ce que tu disais, par exemple, tout ce qui est cours en ligne ou apprendre d'autres choses que les compétences uniquement délivrées par l'université,
c'est aussi quelque chose qui peut être envisagé, d'avoir des cours qui ne sont pas que ceux donnés à l'université ou que ceux par les professeurs de l'université. Tout à fait. Mais on avait, c'est en train également de changer, on avait un autre problème qui freinait donc cette possibilité, c'est que soit l'étudiant n'est pas, l'étudiant dans le système, et notamment c'est le cas pour les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce au sein des universités, etc. Il ne donne pas la latitude à l'étudiant de pouvoir développer sa créativité. En d'autres termes, il bourre le programme d'enseignement des apprenants à tel point que les apprenants n'ont pas le temps d'aller chercher autre chose à mettre dans leur pratique. Et c'est ça que normalement, donc, le système LMD qui devrait être mis en œuvre dans les universités depuis plus de 15 ans, c'est en ça que cela devait être intéressant pour nos universités, mais la mise en œuvre est difficile. Ceci étant, aujourd'hui, la tendance est quand même à ce que, grâce à la démocratisation des accès Internet, c'est quand même assez cher dans certains endroits, mais de manière générale, ça se démocratise. Grâce à la démocratisation des terminaux d'accès, notamment avec les téléphones Android, quoi qu'on puisse en dire, de plus en plus d'étudiants essaient d'aller chercher donc, des contenus complémentaires. Et il y a quand même des enseignants qui, et notamment, on va dire la jeune génération, mais je mets quand même un bémol, la jeune génération a quand même cette volonté et ce dynamique d'aller chercher donc, des contenus complémentaires à fournir à leurs établissements, enfin à leurs apprenants pour pouvoir développer un peu plus de compétences. D'accord. Ok, et du coup, par exemple, quel type d'outils est-ce que tu peux nous donner? Tu as parlé de la Côte d'Ivoire, voilà, quel type de système a été mis en place, par exemple, sur la numérisation qu'ils mettent en place dans leur système, dans le système éducatif? Décrire un Alors, en termes peu place comme d'outils, solution ou... il y en a plein. Une petite recherche sur Google va vous sortir plein de résultats. Ou n'importe quel autre moteur de recherche va vous sortir plein de résultats. L'agence parce que notre politique logicielle est en train de changer ces dernières années, depuis l'année dernière, mais l'agence avait fait le choix de pousser et de vulgariser les outils numériques libres, donc les logiciels libres de manière générale. Et donc, pour les plateformes pédagogiques, on a beaucoup poussé et c'est ce qui est actuellement utilisé à l'Université virtuelle du Sénégal, à l'Université virtuelle de la Côte d'Ivoire. Sur 80% des formations à distance que nous avons mises en ligne, l'outil que nous utilisons, c'est Moodle, que vous connaissez, vous avez entendu parler, M2ODLE. Donc, Moodle, qui est une plateforme, un Learning Management System, comme on le dit, qui permet de gérer les aspects pédagogiques d'une offre de formation basée sur une approche constructiviste où on peut mettre des contenus scénarisés, ajouter des activités d'apprentissage, ajouter des outils de médiation et de remédiation au sein d'une offre de formation. Mais comme j'aime à le dire, une offre de formation à distance ou la mise en ligne de contenu, c'est plus donc, une question pédagogique qu'une question technologique. La question technologique est vite réglée. Il faut dimensionner un serveur en fonction de la taille de votre établissement, du nombre d'étudiants que vous avez. Il faut dimensionner un serveur en fonction du type de contenu que vous voulez déposer. Est-ce que c'est des ressources multimédia ou c'est du test, etc. Et il faut dimensionner les capacités d'accès, donc la bande passante, etc. La question technologique est vite réglée. Il faut trouver un ingénieur ou un technicien qui connaît donc du PHP MySQL basique,
je caricature, pour pouvoir installer donc une instance de Moodle, et il faut un technopédagogue pour pouvoir paramétrer cela. Le vrai boulot consistera réellement à travailler avec l'enseignant ou les enseignants à ce qu'ils puissent transposer leur pratique d'enseignement en amphi ou en TD sur une plateforme d'enseignement à distance. Donc, c'est ce qu'on appelle donc la scénarisation des contenus. Donc, voilà là où j'aime à dire que c'est plus un travail pédagogique qu'un travail technologique. Maintenant, il y a d'autres outils. Il y a d'autres outils qui permettent de mettre en place des environnements d'apprentissage. Pour ne pas le citer, Google Classroom et la suite Google G Suite permet de faire des choses. La suite Microsoft Teams permet de faire des choses. Mais si on va vers des plateformes vraiment pédagogiques, LMS, on a donc Moodle, on a Accolade, on en a un certain nombre qui permettent donc de mettre en place des environnements d'apprentissage. Et pour terminer là-dessus, une des plateformes qui a un peu le vent en poupe avec cette deuxième forme de formation en ligne qui s'est démocratisée depuis les 5-6 dernières années, donc les MOOC, les formations à distance, les formations en ligne ouvertes et massives. C'est notamment la plateforme en logiciel libre développée par EDX, edx.org, qui est la plateforme de MOOC que nous connaissons, mais ils ont développé l'outil qu'ils utilisent pour mettre en ligne leur contenu et mis en disposition en logiciel libre. Et c'est ce que, par exemple, France Université Numérique a utilisé et a customisé pour développer cette offre de MOOC. C'est très intéressant. Là-dessus, en Côte d'Ivoire, Moodle pour les formations diplômantes à distance et EDX pour les formations de type MOOC. Ok. On a une question là sur pourquoi avoir choisi une LMS au lieu d'une CMS. Alors, si on parle simplement de la définition, on peut se rendre compte de la définition des deux termes. On peut se rendre compte qu'il y a une dimension qui manquerait au CMS. Les CMS, les Content Management System, en gros, c'est des plateformes qui permettent de gérer des contenus, mais généralement des contenus de type contenu web en lecture, un peu d'outils, bien entendu, du Web 2 pour les commentaires, etc., qui sont ajoutés. Ouais, c'est comme pour les blogs. Souvent, la plupart des blogs, c'est sur des CMS. On met des images, du texte et tout. Voilà. Sinon, après, il y a des plugins peut-être pour ajouter des modules de formation. Je sais qu'il y a des thèmes comme ça avec des plugins pour ajouter des cours, des trucs. Mais peut-être que le LMS est directement plus indiqué, plus intégré, plus performant pour le faire. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Donc, le LMS le plus connu aujourd'hui, enfin l'un des plus connus aujourd'hui, c'est WordPress qui permet de mettre en place des blogs et des sites web d'entreprise. Et on peut les customiser, comme tu dis, en ajoutant des plugins, par exemple pour le e-commerce, par exemple pour la formation à distance. Ça va vous ajouter donc un certain nombre de composantes, mais vous les imaginez, à la base, ce n'est pas conçu pour ça. Donc, en ajoutant des fonctionnalités, j'allais dire on détourne ces fonctionnalités, mais ce n'est pas tout à fait cela. Vous avez par exemple le plugin Edivently LMS que vous pouvez ajouter à WordPress. Je le mets là, que vous pouvez ajouter à WordPress pour lui donner des fonctionnalités de LMS, mais à la base, ce n'est pas conçu pour cela. Les LMS sont conçus par généralement des spécialistes de l'éducation. En tout cas, ont été pensés à la base par des spécialistes de l'éducation.
qui, en suivant ces différentes approches pédagogiques, décident de comment la plateforme va être et quelles fonctionnalités la plateforme devrait avoir. Et donc, vous avez des outils qui sont réellement pensés pour la formation à l'intérieur et qui sont pensés pour l'évaluation, qui sont pensés pour le suivi des apprenants, etc. Donc, vous avez différents types de contenus dessus qui permet réellement de transposer dans la mesure du possible. Il y a des cas qui ne sont pas faisables dans la mesure du possible, de transposer l'interaction entre l'apprenant et l'enseignant. Je termine en disant l'actualité de ces derniers jours. Si vous suivez un peu sur les réseaux, au fond, peut-être voir la différence, où on a beaucoup de plateformes qui sont, en guillemets, des Netflix de la formation, où on dépose des contenus vidéo, on dépose des contenus vidéo pour demander aux apprenants de venir suivre pour assurer la continuité pédagogique. Et les formateurs dans les académies, dans les universités, reviennent pour nous dire, pour vous dire que non, on perd une grande partie de l'interactivité. Il ne s'agit pas simplement d'écouter quelqu'un parler pour dire qu'on fait de la formation et de l'enseignement. Il y a le suivi, il y a la remédiation, il y a la médiation, il y a les activités d'apprentissage qui doivent suivre et encadrer tout cela pour qu'on puisse réellement parler d'enseignement. Il y avait eu une question sur le niveau de sécurisation de ces outils. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus. Côté sécurité de ces outils, j'allais dire, il n'y a pas de différence avec la sécurité des systèmes d'information de manière générale. Il y a de grands enjeux d'information personnelle, il y a de grands enjeux de données à caractère personnel sur ces différentes plateformes. Donc, la question de sécurité est importante. Il y a en outre, pour certains, des questions de souveraineté numérique pour certains établissements et certains pays. Donc, oui, la question de sécurité est importante, mais ça ne diffère pas de la sécurité des systèmes d'information de manière générale. Il faut mettre en place, si ça se passe sur du web, comme Moodle, EDX, etc., si ça se passe sur du web, il faut pouvoir sécuriser le protocole de communication entre les deux parties, notamment par du HTTPS. Il faut, côté plomberie, donc les serveurs, etc., il faut, vous devez sécuriser les serveurs sur les questions d'accès physique, sur les questions d'accès distant, sur les questions d'injection, sur la base de données, parce qu'il y a la question d'intégrité des données. Un étudiant qui a composé un examen doit pouvoir retrouver ses notes et doit pouvoir retrouver ses notes sur plusieurs années. Donc, il y a la question d'intégrité des données qui est là. Mais c'est des questions qui sont identiques à tout type de système d'information, la question de sécurité des plateformes d'enseignement à distance. D'accord. Alors, on va essayer de répondre à... Il y a eu 3 questions là entre-temps, et comme ça on passe à la deuxième partie. Il y a une question, tu l'as lu normalement la question, quels sont les impacts de la transformation digitale sur les technologies de l'éducation? Il y a de grands enjeux, effectivement. Par exemple, on travaille à l'AUF, mais il y a d'autres acteurs qui sont en avance là-dessus, sur la question, j'ai parlé tout à l'heure de l'intégrité des données, sur l'intégration du blockchain dans les plateformes et dans les technologies de l'éducation pour l'authentification des diplômes, pour la validation des notes et l'intégrité des notes et des données des utilisateurs sur plusieurs années, sur la question de transfert de crédit entre universités et entre formations. Donc, l'intégration et l'utilisation de la blockchain, par exemple, est en train d'apparaître.
La question des plateformes intelligentes avec l'intelligence artificielle, où je viens par exemple sur la plateforme et notamment avec le MOOC, il y a des recherches qui sont faites sur la trace des utilisateurs dans les systèmes. La trace des utilisateurs, c'est je me connecte, combien de fois, je clique sur quel article, je reste sur quel contenu pendant combien de temps, je regarde combien de vidéos, etc. Donc, l'utilisateur sur le système et sur n'importe quel système laisse des traces. Donc, l'intelligence artificielle travaille désormais sur les traces des utilisateurs pour voir est-ce que, par exemple, sur les plateformes MOOC, on ne peut pas déterminer le parcours le plus indiqué pour un apprenant en fonction de son niveau. Puisque sur les MOOC, par exemple, on ne demande pas de niveau en entrée, mais au bout de quelques semaines du cours, est-ce qu'on ne peut pas savoir quel est le niveau réel de la personne en se connectant sur la plateforme ou en venant prendre ce cours et lui redessiner un parcours d'apprentissage qui est adapté à son niveau. Donc, l'intelligence artificielle fait ses entrées dans les technologies de l'éducation. Ouais. Donc, oui, toute la transformation numérique, digitale de manière générale est en train également de bouleverser les technologies de l'éducation. Heureusement, on a quand même un frein et que le Covid est en train de nous aider à lever, c'est que dans les pays émergents, on a un problème avec les enseignants. L'avancement des enseignants ne se fait pas réellement sur leurs compétences pédagogiques et leur transmission de savoir, se fait sur leur activité de recherche. Et donc, quand vous leur parlez d'innover dans la pédagogie, pour eux, ce n'est pas important parce que ce n'est pas ça qui change leur salaire à la fin du mois, en fait. Et donc, ce qui a fait que depuis 2004, où il y a eu, par exemple, la première formation entièrement développée par une université africaine avec les universitaires africaines, c'était au Sénégal, Gaston Berger. On a très peu d'établissements qui ont mis en ligne des contenus de formation. C'est ça qui explique cela. Donc, le Covid est en train de nous aider à répondre à cette problématique parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que pour la continuité pédagogique, il faut numériser la formation et donc peut-être que la transformation numérique va s'accélérer dans la formation et les technologies éducatives aussi. D'accord. Il y a une deuxième question là qui me fait aussi penser du coup à ce que tu viens de dire. C'est une question, alors la question c'est de votre point de vue, quelles seraient les recommandations pour adapter les contenus pédagogiques et les filières de formation aux besoins du marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest? Et juste par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à l'intégration par exemple de l'intelligence artificielle, je sais que moi j'ai déjà vu une plateforme, je ne sais plus c'est quoi le nom, où en fait on ne cherche pas des cours, mais on dit par exemple la compétence qu'on veut développer. Par exemple, si c'est une compétence qui est liée au marché, par exemple, je vais apprendre à faire de l'analyse de données, de la data science, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est demandé sur le marché. Et du coup, en fait, avec quelques questions qu'on répond, la plateforme définit les MOOC qu'il faut suivre et dans quel ordre il faut les suivre pour pouvoir arriver à la fin à ce niveau de compétence-là pour pouvoir postuler sur le marché. C'est intéressant, par exemple. Mais voilà. Donc, la question, c'est voilà, est-ce qu'il y aurait des recommandations pour adapter les contenus pédagogiques? Je ne sais pas si c'est du ressort de l'AUF ou de ton ressort, mais voilà. Qu'est-ce que toi, tu aurais comme recommandation pour adapter les contenus et les filières par rapport aux besoins du marché? Alors, c'est du ressort de l'AUF, pas dans mon secteur, je ne suis pas spécialiste, mais à l'AUF, on a un institut qui s'appelle IFCU, Institut de la francophonie pour la gouvernance universitaire, qui travaille donc sur ces questions. Le premier jalon de l'adaptation, c'est la question de l'évaluation et de l'auto-évaluation. C'est de plus en plus le cas dans les universités
ou dans les pays qui mettent en place des agences nationales d'assurance qualité dans les formations, qui travaillent à évaluer les offres de formation, à l'accréditation des formations sur des périodes, un peu comme ça se fait dans les pays occidentaux, où une offre de formation est ouverte sur 5 ans, par exemple, et à la fin des 5 ans, on doit réévaluer est-ce que l'offre est toujours adaptée au marché et est-ce que les produits de cette formation trouvent donc des opportunités sur le marché. Si ce n'est pas le cas, on doit fermer la formation. On ne doit pas avoir des formations qui durent ad vitam aeternam, qui forment des gens. En tout cas, la réorienter ou bien rajouter des choses si jamais le secteur a évolué ou s'il y a de nouveaux besoins. C'est ça, tout à fait. Donc, l'auto-évaluation des offres, l'auto-évaluation et l'évaluation des offres, l'auto-évaluation et l'évaluation des contenus. Un constat également, c'est notamment à l'université, dans les écoles, c'est moins le cas. Mais à l'université, on a des enseignants qui, depuis 10 ans, les étudiants vous disent qu'ils donnent le même contenu de cours. Et donc, les étudiants ne viennent même plus en amphi parce qu'il suffit de prendre les polycopies de l'année précédente pour pouvoir savoir ce qui viendrait à l'examen, par exemple. Donc, l'évaluation et l'auto-évaluation des contenus des formations pour les réactualiser. À l'AUF, dans nos offres de formation à distance, il y a une convention qui stipule que tous les 2 ans, les contenus doivent être retravaillés. Il y a donc la question que je disais tantôt que le marché de l'emploi se rende compte que l'école, quelle que soit cette école-là, ne donne que des présomptions de connaissances et de compétences. Et donc, à ces structures professionnelles de venir travailler avec les établissements pour pouvoir faire en sorte que ces présomptions de compétences et de connaissances soient au plus près des besoins du marché. Les professionnels de formation dans le monde privé font ce travail-là, mais les professionnels de formation dans le monde académique ne font pas cela. Et pour eux, ce qui est important, pour ces professionnels-là, le plus important, c'est quel est l'état de la recherche en guillemets. Je parle de l'Afrique francophone, où, comme je le répète, la progression des enseignants se fait sur la recherche et non sur la pédagogie. Donc, pour ces professionnels de la formation en Afrique francophone, la connaissance est définie non pas par le marché, mais par l'état de la recherche. Ça aurait pu être intéressant si la recherche répondait toujours aux besoins du marché. Mais on a très peu d'entreprises qui investissent dans la recherche et donc la recherche n'est pas tout à fait non plus adaptée aux besoins du marché. Donc, il y a cette dichotomie. Ouais, voilà. Il y a une question qui aborde le sujet du décrochage. Parce qu'on en parlait aussi la dernière fois par rapport au fait que finalement la vie universitaire n'est pas si simple que ça. Et qu'il y a cette notion de décrochage là. Et par contre, la question demandait si vous alliez passer à des classes virtuelles. Oui. Alors, la question de décrochage est très importante. Elle est plus importante dans les formations ouvertes en ligne que les formations diplômantes en ligne, mais elle existe fort bien. Un dispositif, avant de parler des classes virtuelles, un dispositif que la formation à distance utilise fortement, c'est le dispositif de tutorat. Donc, le tutorat est un composant important et, j'allais dire, incontournable pour pouvoir combler les questions de décrochage. Le deuxième dispositif que les universités virtuelles du Sénégal et de la Côte d'Ivoire utilisent notamment, c'est quand même de créer une vie associative, une vie, j'allais dire, universitaire pour quand même les étudiants, en créant donc ce qu'ils appellent dans ces 2 dispositifs-là les espaces numériques ouverts, qui sont finalement des lieux de vie universitaire pour les étudiants en les rassemblant par communauté.
là, c'est généralement des communautés géographiques. Ceux qui sont à Tambacounda ont un espace, ceux qui sont à Saint-Louis ont un espace, ceux qui sont à Dakar, etc. Donc, de créer une vie universitaire pour pouvoir permettre aux apprenants de se rencontrer et de se soutenir. Donc, ces deux éléments-là permettent donc de réduire beaucoup le décrochage. Et donc, le troisième élément, c'est de créer des activités réellement où tout le monde est présent au même moment. Donc, de ne pas baser le système sur l'ouverture uniquement, puisque l'ouverture dans la formation ouverte et à distance parle de l'ouverture spatiale, l'ouverture temporelle. Donc, l'ouverture spatiale, je peux me trouver n'importe où pour suivre la formation. L'ouverture temporelle, je peux suivre le cours à mon rythme, etc. De brimer ces ouvertures-là pour créer des temps de présence où tout le monde est là au même moment. Donc, c'est là où interviennent des outils de téléprésence et de classe virtuelle pour permettre aux étudiants de voir les enseignants, de voir le corps administratif et d'échanger avec à temps réel et peut-être par les outils des outils de téléprésence. Donc, sur Moodle, nous intégrons beaucoup Big Blue Button pour faire donc la téléprésence la visioconférence et la classe virtuelle dans la formation à distance, et notamment sur cette plateforme de formation à distance qu'est Moodle. D'accord. Ok. Et qu'en est-il de la partie d'école élémentaire, ou en tout cas, enfin, pas la partie universitaire, mais est-ce que sur cette partie intégration des outils numériques, tu peux nous dire d'autres choses sur d'autres niveaux scolaires? Oui, il y a des choses qui sont également, pas beaucoup, à l'endroit des apprenants, mais plus à l'endroit du corps d'encadrement et des instituteurs, etc. Il y a un dispositif, vous connaissez peut-être, de formation à distance pour les maîtres, pour les former, pour leur redonner les compétences essentielles, pour les mettre à niveau, qui est développé, je parle en francophonie toujours, qui est développé en francophonie pour accompagner cela. C'est disponible, je pense, dans à peu près tous les pays. Le Bénin avait commencé l'expérimentation en 2011. Le Bénin n'est plus dans le programme, mais ça a été développé. La situation actuelle a accéléré des choses pour le primaire, le secondaire également, avec des plateformes de continuité pédagogique. Et notamment des plateformes, comme je disais tantôt, des Netflix de l'éducation, beaucoup plus dans ce sens-là. Dans ce sens, au Bénin, par exemple, je viens de finir l'accompagnement du ministère de l'enseignement maternel et primaire à la captation vidéo de 80 contenus essentiels pour les classes de CM2 et les classes de CM2 essentiellement, pour permettre aux élèves de pouvoir suivre les contenus. Pour le primaire, on garde quand même beaucoup d'outils de formation à distance du passé. Aujourd'hui, quand on parle de formation à distance, on a facilement tendance à l'assimiler tout de suite à la formation en ligne. Or, la formation à distance veut simplement dire l'utilisation des outils de communication pour pouvoir délivrer de l'enseignement. Donc, les cours par correspondance, c'était déjà de la formation à distance. Les cours radiophoniques, les cours télévisés, c'était déjà de la formation à distance. La documentation nous dit que les premiers cours en formation à distance se faisaient par télégramme. Ah donc, oui. Donc, au Bénin et dans la plupart des pays, c'est le cas. Au Sénégal, c'est le cas au Burkina. Et je crois aussi. Ils reprennent la forme. Moi, non, j'allais dire que je crois que j'ai vu dans les infos que je crois au Cameroun ou je ne sais pas où, ils utilisent aussi les cours qui passent à la télé pour Voilà. les enfants, pour pouvoir suivre les cours à la télé directement.
Voilà. Donc, les cours radiophoniques existaient toujours, notamment par les radios scolaires et communautaires que l'UNICEF et l'UNESCO développent dans différentes régions, dans nos différentes régions. Donc, il y avait déjà des enseignants qui continuaient à faire les cours radiophoniques. Mais là, avec la situation du Covid, beaucoup de pays ont travaillé à faire des cours télévisés avec une programmation. Et comme je le disais au Bénin, on vient de numériser. Nous, on va aller légèrement plus loin. Les cours qu'on a numérisés, les cours qu'on a filmés, on l'a fait pour 3 supports, pour la radio, pour la télé, mais on va également les mettre sur une plateforme YouTube pour les parents qui ont une connectivité à mettre à la disposition des apprenants et de leurs enfants. Très intéressant, très intéressant. Ok. On va passer de l'autre côté. On va passer de l'autre côté, s'intéresser un peu plus à comment est-ce que, voilà, à travers ce parcours éducatif, on peut aussi, du coup, donner des armes et des outils pour que toutes ces personnes qui sortent de ces formations puissent aussi avoir un bagage technologique ou un bagage numérique. Quand on a discuté la dernière fois, je te disais que moi, j'ai pas forcément fait l'université à Lomé, mais genre faire des exercices ou des travaux pratiques pour savoir un peu comment ça marche le courant électrique ou faire voilà, des choses comme ça. Je ne sais pas dans quel sens ça se fait pour que aussi les étudiants puissent avoir une notion pratique de c'est quoi l'énergie, c'est quoi le courant, c'est quoi le champ magnétique, enfin avoir des notions un peu comme ça. Je sais que voilà, on est très bon sur tout ce qui est théorique, on apprend bien, on est très intelligent. Mais le côté pratique, voilà, comment est-ce que cet apprentissage de la technologie de base et après technologie numérique aussi peut être inculqué voilà, dans le système, comment est-ce que tu vois la chose avant, aujourd'hui, dans les années qui viennent, on va dire. Non, mais tu as tout à fait raison, qu'on est très bon sur la théorie et sur la pratique. C'est pas qu'on n'est pas bon, mais c'est que malheureusement, les environnements pour pouvoir développer ces compétences, ces pratiques se sont complètement détériorés au fil des années. Et pour ne pas dire qu'aujourd'hui, ça n'existe presque plus, sauf dans quelques rares établissements. Je veux parler des laboratoires d'expérimentation pour SVT, les laboratoires pour physique-chimie. On n'en a plus, presque plus dans nos collèges et lycées. Nos universités ont pris malheureusement cette tendance. On a presque plus de laboratoires dignes de ce nom dans nos universités, dans les facultés. Vous avez des laboratoires, on a des laboratoires, mais qui ne sont plus des laboratoires de faculté, mais ça va être le laboratoire d'un enseignant, d'un prof, parce qu'il a gagné un projet et ce projet a pu le financer, il a construit et il a équipé un laboratoire. Ce sera son laboratoire et vous voyez des pratiques dans nos universités de type je veux faire une analyse, je ne sais pas, spectrale de je ne sais quelle composante. Je vais dans un laboratoire, ce laboratoire va me facturer le service parce que ce n'est pas des équipements, ce n'est pas de l'acquisition de l'université, c'est de l'acquisition propre. Et bien entendu, c'est normal de pouvoir l'amortir en faisant facturer cela. Et donc, à plus forte raison, combien d'étudiants arrivent à accéder donc à ces environnements. Donc, la grosse problématique, elle est là, elle est simple en termes de réflexion. C'est du binaire. Il faut développer des espaces d'apprentissage et des espaces d'expérimentation. Maintenant, sous quel format? C'est là où toute la démocratisation technologique, toutes les transformations numériques que nous connaissons viennent apporter des solutions. La première façon de répondre à la question, c'est de dire, voilà les normes, construisons des labos qui respectent ces normes-là pour nos universités, pour nos collèges et nos lycées. Et ça peut revenir tout de suite très cher.
Je n'ai aucune estimation en tête, mais ça peut revenir très cher. C'est quasi sûr. Voilà. Et donc, la solution, c'est est-ce qu'il n'existe pas des alternatives? Et la communauté des makers, et merci à Wellab qui nous accueille aujourd'hui, et la communauté des makers a apporté une solution en disant il y a des choses qu'on peut faire avec des moyens de bord en utilisant des innovations de rupture pour pouvoir montrer des choses aux élèves et aux apprenants. Et donc, dans un premier temps, la solution a été pour que, puisque on en parlait dans l'autre partie, intégrer des innovations pédagogiques dans les formations classiques, c'est compliqué parce que ils ont du mal à suivre. Il y a des initiatives personnelles donc à prendre. Et c'est des espaces comme WeLab qui s'ouvrent, qui font de l'accompagnement et qui accueillent des enfants pour pouvoir leur montrer, pour pouvoir leur démontrer que tout ce qu'ils voient de manière théorique, ils peuvent les expérimenter. L'avantage, c'est que ces espaces maintenant ont une forme de maturité en termes d'organisation, en termes de design, et même si la question de modèle économique reste à résoudre, en termes de contenu et en termes d'offres, ils ont une maturité et ils ont mis en place des process pour pouvoir dématérialiser ce qu'ils font et puis les répliquer. Et alors, désormais, les universités, les écoles commencent à se dire, oui, on doit pouvoir également mettre en place ces espaces de ce type au sein de nos communautés. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant, par exemple, que les universités, du coup, travaillent directement avec ces espaces plutôt que de recréer eux-mêmes leurs propres espaces? Parce qu'au final, ce qui est intéressant, c'est que il y a la gestion universitaire, on va dire, elle-même. Enfin, l'université qui gère ses bâtiments, ses infrastructures et tout. Il y a aussi, du coup, ces espaces de démocratie numérique et technologique qui aussi ont leur modèle et leur manière de fonctionner avec déjà leur retour d'expérience et voilà, tout ce qu'ils ont appris avec les personnes qu'ils forment et tout. Ça pourrait être intéressant d'avoir plutôt une collaboration entre les deux plutôt que l'université recrée en son sein un espace comme ça. Ça permettrait aussi du coup voilà, d'avoir un endroit où ils peuvent rencontrer d'autres personnes, se confronter à d'autres choses et que ce soit un peu peut-être moins académique que ce que l'université va mettre en place comme formation. Et voilà, ça peut se faire du coup à moindre coût. Et est-ce que du coup, par exemple, dans les accompagnements qui sont proposés à l'AUF, par exemple, il pourrait y avoir une université qui demande d'avoir une subvention pour pouvoir mettre en place un partenariat avec un Fab Lab où il y aura plus d'équipements que ce qu'eux ils ont. Enfin, est-ce que il faut que le programme soit interne à l'université? Je vais répondre en deux parties. La première, c'est que malheureusement, si le partenariat, supposons que WeLab a un partenariat fort, vraiment fort et très fécond avec l'université de Lomé, par exemple. L'université de Lomé fait 60-70 000 étudiants et la faculté des sciences et techniques à elle seule fait dans les 20 000 étudiants à peu près. WeLab n'a pas la capacité de les absorber. Et donc, la multiplication, à mon sens, des espaces d'innovation dans nos capitales, dans nos villes et dans nos communautés n'est pas une mauvaise chose du tout. Par contre, la collaboration, elle est forcément existante puisque la pratique, l'expertise, les contenus, etc., pour le moment, en tout cas, et j'espère pour longtemps, sont dans ces communautés-là, sont dans ces espaces d'innovation-là. Donc, la collaboration, c'est venir animer au sein de l'espace physique de l'université ou d'une autre entité, par exemple, des ateliers de démocratisation, des ateliers de prise en main, des ateliers, etc. C'est venir accompagner ces institutions
à mettre en place des programmes, de venir accompagner ces établissements à créer, à découvrir et à redécouvrir toute la culture du livre, la culture du faire par soi-même, la culture de hiérarchie horizontale, etc. Donc, voilà, toute l'expertise est à ce niveau et c'est à ce niveau que se fera donc, en mon sens, donc la vraie collaboration. Les espaces, on n'en aura pas assez et il manquera toujours. Ah ouais. Mais après, est-ce que c'est simple aussi comme ça de, enfin, il faut aussi qu'il y ait un intérêt, ou je vais dire, ou en tout cas une prise de conscience de la part de l'université qu'ils ont besoin de ça. Parce que est-ce qu'il y a cette prise de conscience là de se dire si un Fab Lab va contacter l'université pour leur dire je vais vous proposer ça, est-ce qu'il y a cette prise de conscience là aujourd'hui de se dire ok il faut ce type de connaissances, ce type de formation pour les étudiants, ou bien c'est genre on fait déjà ce qu'on fait avec ce qu'on a et puis et on continue. Est-ce qu'il y a cette Oui, prise de conscience là aujourd'hui de ce besoin là d'avoir un apprentissage un peu plus pratique, un peu plus voilà, la main dans le cambouis. oui, non, quand même de base, il y a une prise de conscience qu'il manque de la pratique. Dans dans les filières technologiques et dans les filières scientifiques, par exemple, il y a une prise de conscience qu'il manque une forme de pratique. Il y a une prise de conscience, comme on le disait tantôt, en tout cas depuis 2-3 ans, que la question de l'insertion professionnelle n'est plus à laisser. Et la gestion des alumni est dans le cahier des charges des universités. Donc, ces deux prises de conscience font que le développement de toute alternative est de plus en plus regardé par les universités. Là où le bas blesserait peut-être, c'est de regarder dans son environnement. Que l'université de Lomé, je dis du n'importe quoi, je ne connais pas réellement le contexte et les relations entre WELAB et l'université de Lomé. Sename ou Mabisa nous en diront plus sur leurs vraies relations. Mais la vraie prise de conscience serait de dire que pour le Fab Lab de l'école d'ingénieurs de Lomé, de se dire que il y a une expertise à côté qui est à WELAB. Et non de se dire, on veut développer un Fab Lab, donc allons regarder MIT. C'est plutôt ça, là où il y a actuellement le problème. Quand on veut développer un contexte, on regarde où est-ce que se trouvent nos accords de coopération actuels. Est-ce que l'université Cergy-Pontoise en France, qui a un Fac Lab, ne peut pas venir nous aider alors qu'on a un espace d'innovation, on a un Fab Lab à côté qui fait des choses extraordinaires depuis plusieurs années. D'accord. Alors ça, du coup, il y a du coup une question aussi peut-être de mentalité et puis de faire évoluer certains processus ou certains process internes ou Oui, en tout cas de faire confiance à certaines choses que d'autres. Et, oui, l'ouverture sur c'est la grosse problématique. D'accord. Un petit écho. Ok, c'est bon. C'est la grosse problématique. C'est ce qui fait que la recherche n'est pas forcément arrimée aux besoins de développement du pays. C'est ce qui fait que les offres de formation ne sont pas forcément arrimées aux besoins d'emploi dans le pays. Et c'est ce qui fait qu'on ne se rend pas compte que dans notre environnement immédiat, on a des compétences qu'on peut utiliser pour améliorer nos offres de formation. Mais c'est en train depuis quelques années de changer. Quand on sait que de plus en plus de professionnels, comme on dit, viennent donner des cours dans les offres de formation. Donc, ça fait que oui, on commence et on s'ouvre de mieux en mieux à notre environnement immédiat. Ceci dit, l'AUF avait, je mets ça au passé parce on aura en 2021 un nouveau cadre de travail, donc un plan stratégique qui va démarrer en 2022. Le
plan stratégique actuel 2017-2021 a en son sein une dimension qui appelle la transformation des espaces dans les universités en deux tiers l'eau d'innovation, de pratiques entrepreneuriales, de création de nouveaux métiers, et en deux tiers lieu de savoir, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a un appel à projet qui venait tous les 2 ans et qui normalement devait venir cette année, mais on a fléché une bonne partie du budget vers la réponse au Covid, donc je ne sais pas si ça va venir finalement. Donc, un appel à projet qu'on appelle C9, Campus Nouvel Espace Universitaire Francophone, qui permet à ce qu'un espace au sein de l'université ou en dehors de l'université puisse bénéficier de moyens pour pouvoir se mobiliser et se transformer en tiers-lieu si ce n'est pas le cas, ou adosser une composante tiers-lieu à son activité. Donc, on a le Fab Lab de l'École supérieure polytechnique de Dakar qui a bénéficié par exemple de ce financement, mais pas que du financement de l'AUF, mais ils ont eu beaucoup de financement, ils ont développé un très joli Fab Lab. Il y a avec la Fondation Orange un Fab Lab à Yaoundé. Actuellement, un Fab Lab est en train d'ouvrir à Bamako avec l'AUF également et la Fondation Orange toujours. Il y a avec Simplon, là, pas un Fab Lab, mais des fabriques des formations que Simplon appelle des fabriques, des cohortes de formation sur les métiers du numérique qui se développent à Ouaga, à Dakar et à Abidjan. Fabrique numérique, voilà. D'accord, intéressant. Donc, c'est ce programme-là qui cofinance ou qui apporte une partie du financement avec, bien entendu, des partenaires plus solides qui accompagnent les initiatives. Ok. Juste pour rappel un peu à tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie conversation là pour qu'on puisse y répondre. Et voilà. Et du coup, à part cette partie Fab Lab, est-ce que toi tu verrais tu aurais d'autres recommandations ou en tout cas tu imaginerais d'autres manières de pouvoir intégrer cet apprentissage technologique là dans l'éducation? Parce que finalement, du coup, là, ce qu'on dit, c'est que ça passe par la création de ces espaces, qui soient au sein ou soit que ça repose sur des espaces déjà existants. Mais si on ne crée pas ces espaces, ou en tout cas on n'utilise pas les espaces existants, est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a d'autres options ou qu'est-ce que tu verrais comme possibilité autre? Ah ben, il y a une option claire et simple qui est enfin, claire et simple à dire, mais dans la mise en œuvre, ce serait extrêmement compliqué. C'est changer ou adapter ou améliorer, peu importe le mot qu'on utilise, le système éducatif et donc les offres et les contenus et les programmes de formation de la maternelle jusqu'à l'université. À l'université, c'est simple de pouvoir modifier une offre de formation. Ça dépend que du concepteur de la formation, entre guillemets. Mais dans les classes inférieures, c'est extrêmement compliqué. Mais avant de dire changeons l'offre de formation, avant de dire changeons le programme et le système éducatif, il y a moyen de pouvoir faire des choses. J'étais dans le cadre d'un consortium avec Sphère, qui est un groupe français qui travaille sur les offres de formation, Sofrecom, qui est le pendant de Orange France sur le business, et AUF. On a travaillé sur un appel d'offres de la Banque mondiale. Et je représentais l'AUF dans le consortium, j'étais l'expert de l'AUF pour travailler là-dessus, pour travailler à l'adaptation et l'amélioration des offres
ou à la création de formations complémentaires qu'on peut rajouter à un cursus existant déjà pour permettre à toute personne de pouvoir développer des compétences numériques dans l'enseignement supérieur, niveau les primo-entrants, bac, licence, niveau licence, si on peut dire, sur les formations courtes et les licences. Le constat a été que, donc pour pouvoir travailler sur ça, pour pouvoir élaborer les recommandations, il y a une étude préalable, c'est donc de recenser les offres de formation en informatique, en télécommunication, BTS, DUT, licence, etc., dans les lycées techniques, filières technologiques, etc., de recenser tout ça et de voir quelle était pour les formations au lycée technique, quelle était la place du numérique, de l'informatique, etc. dans les contenus. Et on se rend compte que dans toute formation, plus ou moins aujourd'hui, on a au moins 2 heures d'informatique comme cela dans la semaine, dans le mois, par semaine. Et en fonction de la filière, bien entendu, il y en a, le volume horaire est plus. Mais quand vous rentrez dedans, vous vous rendez compte qu'on met cours d'informatique et ils font de la bureautique et en plus, ils font que de la bureautique de base. Voilà. Et de la bureautique de base, par exemple, en série G2, le cours d'informatique, c'est l'enseignant, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas d'équipement. Et donc, on dicte comment ouvrir Word. Cliquez sur, quand vous allumez l'ordinateur, vous allez voir l'icône de Windows, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Word, une fenêtre s'ouvre, allez sur Fichier, Nouveau. Donc, les élèves, les enfants, ils copient dans un cahier. Donc, comment on fait pour faire du traitement de test Word? Donc, ceci pour dire que avant d'aller vers la réforme du système éducatif et des programmes, on a déjà des heures, il y a moyen de trouver déjà des heures de cours pour pouvoir apporter quelque chose de pratique et de concret aux apprenants dans le système éducatif, du primaire jusqu'à l'université. Il y a moyen. La grande question est, est-ce que les chefs d'établissement qui ont ce canevas, qui est programme national, vous donnent l'autorisation, vous ouvre la porte pour pouvoir venir faire cette transformation, et voilà. Ouais, c'est ça, parce que déjà, effectivement, il y a, enfin, là, ce serait plutôt, du coup, pouvoir avoir des moyens, on va dire, parce que là, c'est, en gros, le cours est planifié au programme, donc c'est pas changer le programme, mais c'est plutôt avoir les moyens de faire le cours comme il faudrait le faire. Après, peut-être que, effectivement, ça pose aussi le problème du prof qui, peut-être, effectivement, bon, lui, il a l'ordinateur, donc il sait comment ça marche. Et il faut il va avoir des questions qu'il n'avait pas avant parce que du coup, si on donne des ordinateurs un peu à tout le monde, ou en tout cas, il y en a un pour 3 ou pour 4, quand les gens vont vraiment essayer que ça ne marche pas, ou bien qu'ils sont perdus, bon, ça demande une autre pédagogie aussi, une autre manière d'enseigner, c'est pas juste copier, quoi. Et donc, peut-être que c'est aussi peut-être ça qui fait le frein. Mais effectivement, normalement, il n'y a pas de raison qui refuse. Enfin, en tout cas, si c'est possible, effectivement, de travailler déjà sur un premier axe, ce serait peut-être de voir comment équiper certaines écoles et certaines classes pour déjà avoir une application un peu plus pratique. Un peu plus pratique. Il y a une question. Voilà, il va nous donner peut-être son expérience là-dessus à l'infusion du numérique façon Fab Lab dans les programmes de contenu. Mais à titre d'exemple, ici au Bénin, il y a le Blow Lab qui travaille sur ces questions-là également un peu. Et de son expérience, il se rend compte que ça a été plus simple pour lui, le promoteur ou le cofondateur, si on peut l'appeler ainsi, Médard Agbayazon. Il a été plus simple pour lui de transformer
en guillemets, les contenus de ces heures existants dans les programmes, enfin, dans les établissements qui ne sont pas sur le programme béninois. Donc, ceux qui sont sur le programme français, par exemple, allez voir le prof de technologie ou le prof de mathématiques et lui dire, je veux faire 2 heures de Scratch avec vos enfants, je veux faire 2 heures pour monter un Jerry avec vos enfants. Ils ont été très réceptifs, ils mènent depuis presque 2 ans maintenant des activités de ce type-là au sein des établissements. Okay. Pour les établissements publics, programme béninois, c'est très compliqué pour lui. Les chefs d'établissement lui demandent de monter au ministère. Mais, enfin, c'est très compliqué pour lui. Ben, c'était ça, là. Il y a une question là qui voulait savoir qu'est-ce qui était compliqué du coup dans ce changement. Est-ce que c'est plutôt qu'il faut réformer le système? Est-ce que c'est plutôt une décision politique ou bien c'est des décisions de questions de finances? Enfin, à quel niveau? Les trois. D'abord, foncièrement, c'est une décision politique, puisque la réforme du système éducatif va engendrer des questions budgétaires à mettre sur le budget national. Les questions budgétaires au niveau on connaît nos pays, des ateliers, des activités à faire pour pouvoir travailler à l'élaboration de ce nouveau programme. Les questions budgétaires ensuite pour pouvoir mettre à niveau, former, mettre à niveau les enseignants dont les enseignements sont transformés. Et questions budgétaires, notamment dans la partie infrastructure. Si ce programme touche à du matériel à acquérir, à de la transformation des espaces d'apprentissage, à la transformation. Donc, politique pour pouvoir prendre cette décision, budgétaire parce que les implications budgétaires seront énormes. À titre d'exemple, l'AFD finance un programme que l'AUF est en train de mettre en œuvre dans à peu près 22 pays actuellement, qui s'appelle Apprendre. C'est un acronyme pour dire appui à la professionnalisation des pratiques enseignantes et production de ressources, qui doit travailler à accompagner les corps d'encadrement du système éducatif primaire et secondaire sur différentes questions de pratique. Et donc, au Bénin, le Bénin a adhéré donc à ce programme-là et on a commencé quelques actions. Avant donc, la rentrée académique 2019-2020, le ministre, lors d'une rencontre, nous a dit « Moi, mon souci, c'est la transition primaire-collège au niveau des sciences. Les meilleurs enseignants de sciences sont sur les classes terminaux, donc en 4e et 3e. Or, il faut fixer les savoirs plutôt au niveau de la 6e. Et donc, cette transition-là fait que les bons élèves de maths au primaire, en CM2, qui passent en 6e, parfois, on les perd. Donc, vous, c'est le programme. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? OK, on leur dit, nous, on peut mobiliser de l'expertise sur les questions éducatives, des maths, des sciences, et venir travailler avec les corps des inspecteurs pour voir ce qu'on peut faire. Le ministère a une journée pédagogique qui dure 2 jours avant chaque rentrée académique. Et ces journées pédagogiques, ils programment des activités, bien entendu, à l'intérieur et tout pour pouvoir travailler. On leur dit donc, on mobilise de l'expertise et pendant ces journées pédagogiques, on vient faire quelque chose avec vous sur ces questions-là. Si on remodèle la répartition des enseignants ou pas, ou bien si on capacite plutôt les enseignants de la 6e d'une autre manière ou pas, etc. Et la question, c'est, ça ne s'est pas fait.
Pourquoi? Parce que les implications budgétaires étaient énormes pour eux. C'est-à-dire, les 2 journées qui étaient prévues étaient déjà bouclées. Il n'y a pas de créneau pour pouvoir insérer une autre activité que cette expertise pouvait leur apporter. Donc, il fallait une 3e journée et mobiliser les enseignants de sciences au niveau du secondaire pour une 3e journée avec des implications budgétaires que le ministère a considéré que sur le budget de 2019, là, il n'était pas capable de mobiliser. Donc, pour le moment, on ne l'a pas fait, ce serait pour plus tard. Mais donc, la question budgétaire est non. Voilà. Et bien entendu, la réforme du système, évidemment. On ne modifiera pas un seul programme, juste le programme des mathématiques. Il faut repenser tout le système dans son ensemble. Ce n'est pas peut-être le plus compliqué à faire, mais c'est quand même un chantier à ouvrir. Ok, intéressant. Ok, super. Là, je pense qu'on a un peu fait le tour. Je voulais en fait, avant de fermer, enfin en tout cas de finir, merci déjà d'avoir été présent jusque-là. Merci Stéphano pour toutes ces informations. C'était enrichissant. En fait, je voulais savoir si certaines personnes d'entre vous ont des apports ou des compléments ou des expériences à partager ou une autre vision de la thématique qui a été abordée, dans le sens où, on a principalement parlé, on va dire, beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des visions d'autres parties de l'Afrique. Si c'est le cas, vous le mettez vous me dites en commentaire et du coup, je vous donne la parole pour vous exprimer. J'ai interpellé au moins 2 fois WELAB. Ils ont quelque chose à partager avec nous sur au moins leur relation avec les universités, écoles et sur leur pratique d'intégration ou de tentative d'intégration du numérique dans les écoles au niveau du primaire, secondaire, par exemple. Déjà ça. Je ne sais pas si c'est là, mais tu es là. Allô? Allô? Oui, on t'entend, c'est Damé. Oui, bonsoir à tous. Merci à Stéphano et à Ama, c'est vraiment très intéressant. Mon retour d'expérience de ce que peut être une collaboration très rapidement. Donc, oui, avec l'Université de Lomé, on a essayé beaucoup de choses avec l'ENSI notamment. On fait beaucoup d'ateliers surtout sur l'impression 3D et des trucs sur les IoT. On a fait des courriers au directeur pour les associer officiellement. Ça n'a jamais rien donné. Les étudiants viennent, ils participent, ils ont des formations. On essaie d'en capter quelques-uns pour des stages. Systématiquement, ça ne se passe pas comme il faut puisque les étudiants, quand ils sentent qu'il n'y a pas l'école qui suit derrière, ils se tiennent pas bien pour faire simple. On a essayé des choses avec l'ESA, l'école spéciale d'agronomie. Pareil, l'administration n'a jamais réellement donné des retours. On a eu des étudiants en agronomie avec la même expérience. C'est un peu la même chose avec les grandes écoles. Les hameaux, je fais plein d'ateliers pour former des étudiants en architecture, mais officiellement avec l'école elle-même, jamais eu aucun intérêt. D'autres écoles d'ingénieurs aussi, beaucoup de choses que WELAB a fait, où ces jeunes sont venus, ont appris énormément, mais avec les administrations, rien. Récemment, avec une école qui s'appelle DefiTech, là, on a eu un directeur très ouvert d'esprit qui lui-même est venu vers nous, et avec lequel on a fait un partenariat et avec lequel on échange beaucoup. Pour ce qui est des écoles primaires, effectivement, c'est très école primaire et collège. C'est très difficile d'amener quelque chose dans des institutions qui sont du public, parce que le programme est figé, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais sur les écoles privées, on a fait beaucoup de choses, des choses très intéressantes, notamment un programme qui s'appelle 3D Print Africa Educative. On est monté, on est arrivé jusqu'à 10 écoles où on allait donner des cours sur l'impression 3D.
d'environ 2 heures par semaine dans chacune des 10 écoles. On n'a pas fait ça cette année parce que, encore une fois, c'était un programme entièrement financé par WellLab lui-même qui était assez coûteux puisqu'il fallait déplacer. Moi-même, j'ai fait les cours dans les écoles et c'était 2 heures de cours dans chaque école fois 10 écoles où tu transportes du matériel, tu ramènes des imprimantes 3D, tu formes des enfants où tu dois leur donner un minimum de support pour travailler. Ils n'ont même pas d'ordinateur dans ces écoles-là, même les écoles privées. Donc, tu trimbales un parc de 10, 12 machines portables. Donc, c'est très coûteux. On ne l'a pas fait cette année. On a fait une petite pause. Mais voilà, on a réussi quand même à faire des choses, toujours avec les difficultés qui sont beaucoup celles de la mentalité. Et ça, c'est quand même assez spécifique au Togo. Je pense qu'au Bénin, on aurait eu plus d'écoute. C'est l'expérience que fait Médard, typiquement, puisque Médard arrive à faire des choses, Stéphano en a parlé. Mais au Togo, c'est beaucoup plus difficile. Après, c'est vrai que, juste pour rebondir sur ça, ce qu'il disait aussi Stéphano, c'est que ça a marché un peu plus dans certains types d'écoles, notamment des écoles avec des programmes français plutôt que les écoles avec un programme béninois. Donc peut-être qu'il y a effectivement aussi cette question un peu de gouvernance qui fait que certaines écoles ou universités sont plus ouvertes, on va dire en tout cas, à changer certaines choses dans leur programme ou à intégrer de nouvelles choses que d'autres. Oui, effectivement, dans les écoles privées où on est intervenu, il y en avait 2 qui étaient des écoles françaises. Donc, Cours Lumière et École Alpha, je crois, avec qui on a travaillé sur le programme 3D Print Africa Educative. Ok. On a quelqu'un qui aimerait intervenir. Oui, moi c'est Exaucé. Je suis de nationalité congolaise et enfin, je suis étudiant en architecture à l'EAMO. Et je suis au Togo depuis précisément 2016 dans le but d'apprendre l'architecture. Et en arrivant au Togo, premièrement, mon objectif était uniquement d'apprendre l'architecture et repartir dans mon pays pour travailler en tant qu'architecte, tout simplement. Mais en arrivant au Togo, j'ai eu à rencontrer M. Senami et grâce à lui, aujourd'hui, j'apprends tout ce qui concerne la technologie. Et j'ai compris réellement aujourd'hui que avec l'avancement de la technologie ou encore l'avancement du monde, tout ce que nous faisons, tous les domaines est lié à cela. Aujourd'hui, on prend l'exemple, comme vous l'avez bien souligné, du Covid-19. Même les étudiants qui pensaient que nous, uniquement le plus important, je suis à la faculté, c'est de faire les mathématiques, cet outil devient indispensable. Et dans mon pays, précisément en Afrique centrale, puisque j'ai pas mal visité à ces pays, en dehors du Cameroun, qui est un peu plus avancé par rapport aux autres pays en matière de technologie, du numérique précisément. On n'est pas assez avancé et dévoué comme l'Afrique de l'Ouest, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal précisément. Donc pour moi, c'est une chance aujourd'hui d'apprendre et de connaître WellLab à Lomé et d'être dans un environnement, dans un entourage où il y a des gens, où aujourd'hui peut-être de participer à cette visioconférence, une chance peut-être que plusieurs personnes n'ont pas eu concernant mon pays. Donc pour moi, et maintenant je me rends compte que c'est un fardeau que je porte et que je suis censé continuer à apporter pour, en repartant dans mon pays, non pas seulement travailler en tant qu'architecte ou partager ce que j'ai appris en tant qu'architecte, mais aussi partager ce que j'ai appris de la technologie là où j'ai étudié, où j'ai passé pas mal d'années, donc le Togo. Ok, super. Merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Un petit mot de conclusion. Oh, conclusion. Non, mais c'est
je ne pense pas qu'on devrait conclure. On a un cas d'utilisation très particulière actuellement et qui nous fait faire des choses qu'on a mis 5 ans à vouloir faire avec les universités, les établissements et la situation du Covid. Quelqu'un disait aujourd'hui, si on peut trouver un avantage à cette situation, je pense que ça devrait en faire partie. Ou l'usage, ou en tout cas les usages des technologies numériques, des technologies éducatives se font réellement sentir, le besoin est là, les demandes affluent, entre guillemets, pas forcément uniquement chez nous, hein, mais en tout cas les établissements se débrouillent à trouver des solutions. Et si vous pouvez, regardez-les et accompagnez-les, aidez-les, parce que les besoins sont là, ne serait-ce que nous sommes actuellement en train de discuter avec la Guinée-Conakry, et ils sont en train de dire, mais mettez-nous simplement un ENT, un environnement numérique de travail, ne serait-ce que le partage de fichiers, etc. C'est déjà ça, on peut commencer par là. Donc, les besoins sont là, accompagnez-les, vous qui êtes des technologues, si je peux dire ça ainsi, ou qui connaissez des gens qui connaissent, restez à l'écoute et accompagnez-les. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre présence et votre assiduité. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, c'était un peu une première pour moi. Et du coup, c'était un plaisir de travailler, du coup, collaborer avec WELAB pour pouvoir organiser cette session spéciale. Donc, comme Babisa l'avait dit en introduction, en fait, la WE Academy, justement, c'est un programme du WELAB pour un peu former ou initier aux outils numériques ou à la technologie sur différents sujets. Et donc, du coup, c'est bien je pense qu'on va essayer d'en faire d'autres, des spéciales comme ça, ou pour parler de différents enjeux et différentes thématiques aussi pour un peu tous ensemble voir un peu ce qui se fait ailleurs, comment ça se fait, et puis se poser des questions, et puis voir comment est-ce qu'on peut avancer ensemble sur le sujet. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec la technologie dans différents domaines, mais après, effectivement, c'est aussi important de voir un peu notre contexte à nous et pouvoir adapter cette technologie à nos besoins, à notre contexte, et puis voir un peu voilà, comment est-ce qu'on peut mettre ça en place chez nous, sans forcément copier ce qui vient d'ailleurs, mais aussi mettre en place des choses qui répondent à nos besoins et à notre contexte. Merci à vous, et puis on se dit à une prochaine. Merci beaucoup. Merci, ciao, bonne soirée à vous, Ciao. bon week-end.